Petit pied. Petit pied. Maman! Petit pied. Maman? J'ai essayé de faire ce que tu m'as dit. Mais c'est trop difficile. Je n'arriverai jamais à Busch Gardens. Maman! Maman! Pars pas, maman! Petit pied. Du cœur de chaque nuage sombre peut surgir un rayon de lumière. Et cette lumière, sertant comme de ma voix, comme d'une étoile qui repousserait la nuit pour te guider jusqu'au lieu recherché. Laisse-toi toujours guider par elle, car elle saura te montrer le bon chemin. C'est Busch Gardens. Busch Gardens était tel qu'il l'avait toujours rêvé. Un parc vert que traverse une rivière et qu'enlace une dense forêt. Et c'est ainsi que s'acheva la merveilleuse quête de Petit Pied. Aujourd'hui les petits potes, on met le cap sur la Virginie, histoire d'y visiter Busch Gardens Williamsburg, l'un des parcs qu'il me tardait le plus de pouvoir visiter durant ce trip, car l'un des rares parcs américains à savoir combiner à la fois attractions qui déboîtent et thématisation de très grande qualité. Il s'agissait pour moi de ma seconde visite d'un parc Busch Gardens, étant donné que j'avais déjà visité son comparse Busch Gardens Tampa, situé en Floride. Pour vous permettre de bien différencier les deux, sachez que fut un temps, ces parcs ne mentionnaient pas leur ville d'origine dans leur nom, mais bien leur orientation thématique. Busch Gardens Tampa s'appelait alors Busch Gardens Africa et Busch Gardens Williamsburg s'appelait quant à lui Busch Gardens Europe. Après une excellente visite de la version de Tampa qui m'avait alors marqué grâce aux soins apportés à chacun de ses quartiers thématiques et de ses attractions, ainsi que par l'excellence de ses montagnes russes telles que Shekra, Montu, Cheetah Hunt ou Kumba, et bien il me tardait vraiment de pouvoir tester la variante de Williamsburg. Busch Gardens Tampa a ouvert en 1959 sous le nom de Busch Gardens The Dark Continent et c'est 16 ans plus tard en 1975 que Busch Gardens Williamsburg lui a embrayé le pas en s'appelant Busch Gardens The Old Country. Busch Gardens The Old Country a été renommé en Busch Gardens Williamsburg en 1992 et c'est entre 2006 et 2008 que le parc s'appelait Busch Gardens Europe, période durant laquelle j'ai entendu parler du parc pour la première fois et durant laquelle je m'y suis intéressé. Donc difficile pour moi de m'enlever le nom de Busch Gardens Europe de la tête. Les deux parcs Busch Gardens sont détenus par un groupe que vous connaissez bien, à savoir SeaWorld Parks and Entertainment, un groupe qui essaie de se refaire la cerise, parce que depuis quelques années, les parcs à Poiscaille qui sont vraiment leur marque de fabrique ne sont plus tellement en odeur de sainteté dans les pays occidentaux. Un groupe qui essaie de mettre ses œufs dans un autre panier et qui pour ce faire a décidé d'user d'une stratégie qui ne me convient pas personnellement, à savoir celle d'ouvrir un grand nombre de nouveautés dans un laps de temps très réduit. Et très souvent, ce sont des nouveautés qui manquent de maturation et qui manquent donc de travail. L'idée c'est que ça ouvre rapidement aux visiteurs pour que l'effet nouveauté soit toujours là et que les gens aient envie de revenir dans les parcs. Alors oui, c'est louable, je comprends tout à fait où ils veulent en venir avec ça, mais le problème c'est que des parcs comme Busch Gardens nous ont vraiment
vraiment habitués à ne pas ouvrir 50 000 nouveautés par an et à justement mettre plusieurs années entre chacune d'entre elles pour nous offrir des expériences absolument qualitatives. Ils sont donc, vous l'avez compris, dans une phase où ils doivent revoir absolument tout leur plan d'attractivité et donc leur changement de stratégie passe également par l'ouverture très régulière de nouveautés. D'ailleurs, pour acter leur révolution, le groupe SeaWorld ne s'appelle plus SeaWorld Parks and Entertainment depuis le mois de février 2024, mais bien United Parks and Resorts. Donc si vous m'entendez parler au cours de cette vidéo du groupe SeaWorld, eh bien je fais évidemment référence à United Parks and Resorts, qui est finalement la même entité, ça a juste changé de nom. Allez, j'en ai fini avec ce briefing, et je vous laisse donc partir avec moi à la découverte de Busch Gardens Williamsburg, et pour ce faire, je vous laisse immédiatement avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. 19e jour de notre trip américain, et aujourd'hui, on sait déjà qu'on va taper dans du parc de qualité, parce que la réputation de Busch Gardens Williamsburg n'est clairement plus à faire. Le parc a su s'y prendre des décennies durant pour envoyer des étoiles dans les yeux des visiteurs, en mêlant à la fois attraction d'excellente facture et environnement à couper le souffle, une combinaison qu'on ne retrouve pas dans tous les parcs américains. Il y a quelque chose de grandiose et de majestueux dans ce parc, qui s'inscrit dans un écrin de verdure totalement dingue, qui permet déjà au parc de se démarquer de la concurrence, parce que peu de parcs dans le monde peuvent se targuer d'évoluer dans un cadre aussi préservé et luxuriant. Situé au bord de la Rhine River, qui traverse d'ailleurs le parc, Busch Gardens Williamsburg est niché sur des collines boisées qui donnent l'impression de se retrouver au sein d'une réserve naturelle, donnant l'effet d'un parc pittoresque soigneusement intégré à la forêt locale. Et outre ces arguments bucoliques, Busch Gardens Williamsburg possède une belle collection d'attractions iconiques dont nous entendons parler depuis notre adolescence et sur lesquelles nous nous apprêtons maintenant à poser nos fesses. Et là, je peux vous dire qu'il est difficile de ne pas se laisser envahir par l'émotion. Qu'à cela ne tienne, on n'est pas là pour restreindre nos exaltations, alors partons de rechef à l'assaut des différentes attractions de Busch Gardens Williamsburg. Aujourd'hui, plus que les autres jours, nous serons vraiment en mission sur le parc. Une mission consistant à grappiller le plus rapidement possible chacun des 9 crédits présents, parce qu'un invité surprise est annoncé pour la fin d'après-midi, à savoir un bel orage qui risquerait d'interrompre le fonctionnement des attractions, au mieux momentanément, au pire définitivement. Et vous imaginez bien la frustration qu'on pourrait ressentir si l'une de ces jolies bébêtes nous passait sous le nez à cause d'un orage bien carabiné. Pas de temps à perdre donc, nous nous lançons immédiatement à l'assaut de la machine la plus capricieuse du parc au moment de notre visite, à savoir Panthéon, le tout nouveau joujou pondu par Intamin et ouvert quelques mois auparavant. Au programme ici, un LSM Launch Coaster culminant à 54 mètres, une bécane longue de 1014 mètres et atteignant les 117 km/h. Il s'agit donc ici du grand frère de Toutatis, même si en réalité, le coaster devrait être plus jeune que lui, étant donné qu'il a été annoncé après le coaster du parc Astérix, mais du fait du retard accumulé sur le chantier de Toutatis, Panthéon a réussi à ouvrir un an plus tôt, alors qu'il a été annoncé un an après son homologue français. Mais même s'il s'agit sur le papier de coasters assez similaires, Panthéon et Toutatis sont des coasters qui diffèrent pourtant sur pas mal de points. Commençons par parler de l'aspect cosmétique de la bête, et là, on n'est pas du tout sur le même parti pris que le coaster du parc Astérix, très chiadé et bien enveloppé. Si Busch Gardens Tampa et Williamsburg sont des parcs qui nous ont jadis habitués à nous proposer de très grosses machines bien emballées, soignant indubitablement la thématisation de chacune de leurs installations, force est de constater que de grosses coupes budgétaires sont à déplorer depuis quelques temps. En effet, la politique de ces parcs, qui appartiennent au groupe SeaWorld, s'axe désormais sur la quantité plutôt que sur la qualité, en proposant très régulièrement des nouveautés, mais en délaissant totalement la déco de leur quartier et de leurs machines. Et ce, bien sûr, par souci d'économie. De fait, sur Panthéon, on n'échappe pas à la règle, c'est le minimum syndical, le coaster est vraiment posé sur la pelouse, et la seule déco qu'on nous propose se résume à quelques toiles tendues, quelques faux rochers, des panneaux qui nous expliquent un semblant de storyline sans intérêt, et des parasols bleus flashy qui ne s'intègrent absolument pas aux dominantes de couleurs de l'environnement de l'attraction. Concernant la gare, c'est pareil, on te met des piliers et un toit en tôle, et rouler jeunesse. Non, vraiment, se laisser aller est assez indigne d'un parc comme celui-là, et on se demande bien comment est-ce qu'on peut passer d'un Alpengeist à un Panthéon sans que cela ne semble émouvoir personne. Pour dire, même Cedar Fair fait mieux avec Copper et Strike, que nous avons raidé la veille, ou encore avec Mystic Timbers raidé quelques jours auparavant. Et ça, c'est quand même un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le groupe SeaWorld. Un groupe qui continue à vouloir faire de ses parcs des destinations premium, faut-il le rappeler. Seulement, pour se définir comme destination premium, va falloir nous proposer des expériences un peu plus costaudes que ça. Maintenant que ça c'est dit, voyons ce que vaut le coaster en lui-même. Pour ce faire, nous embarquons dans des trains aux assises basses comme peuvent l'être ceux de Toutatis ou de Conda, des trains au confort irréprochable, des trains qui, chose suffisamment rare aux États-Unis pour être soulignés, sont dépourvus de toute ceinture, le système de retenue se contentant d'une simple lap bar. Après avoir constaté que le coaster est opéré avec une véritable armée d'opérateurs au sein de sa station, genre là ils étaient quasiment une dizaine, ne me demandez pas pourquoi, nous sommes dispatchés et allons enfin pouvoir nous confronter à cette nouveauté qui nous fait de l'œil depuis un bon moment maintenant. On entame donc le circuit par une toute petite série de virages qui aura pour seule et unique fonction de nous faire
nous trémousser pour nous amener vers le premier launch à LSM du circuit. Un launch très gentillet qui débouche sur un 0G Winder assez anecdotique, mais qu'on préférera notamment au premier overbank curve pas franchement très agréable de Toutatis. Je préfère nettement qu'on assume la première inversion de Panthéon plutôt que la première semi-inversion de Toutatis, qui n'est à mon sens pas très agréable et qui nous fait pendouiller comme des merdes sur notre lap bar. Pour la suite, on partira sur de la bosse inclinée vers l'extérieur comme peut le faire le coaster du parc Astérix, une petite série de bosses qui nous mènera directement sur le triple launch. Jusque là, je pense que la continuité des éléments doit vous évoquer un petit quelque chose. Le triple launch, c'est comme sur Toutatis, avec de chouettes propulsions non linéaires et un crescendo bienvenu dans la puissance. Comme à Astérix, on ne passera pas le top hat du premier coup et nous repartirons en arrière pour retrouver la petite bosse s'insérant entre les deux séries de Stator, petite bosse qui nous amène sur un airtime bien sec tout à fait appréciable. Reparti en arrière, nous retrouverons l'un des meilleurs éléments du circuit de Toutatis et de Panthéon, à savoir la flèche verticale qui permet d'obtenir un superbe moment d'apesanteur au sommet. Nous reprenons ensuite notre route vers l'avant en dévalant la flèche et en profitant de la pleine puissance des LSM qui nous feront twerker sur la bosse avant de nous balancer bien vigoureusement au sommet du top hat. Et là, magie, bonheur, applaudissements de toute l'assemblée, nous tombons sur un top hat au sommet duquel ne se trouve aucune saloperie de lame de frein, permettant donc de profiter d'un bel airtime au sommet du top hat lorsqu'on se trouve à l'avant et d'un superbe effet d'aspiration au moment de descendre de l'élément incliné à 95 degrés lorsqu'on se trouve à l'arrière du train. Là, la comparaison est terrible pour Toutatis, car ce freinage tue à mon sens tout l'intérêt d'un tel élément. Sur Panthéon, on est vraiment sur un top hat digne de ce nom et tel qu'on aimerait en trouver sur tous les coasters qui en possèdent, ni plus ni moins. Et c'est à partir de cet instant que Panthéon commence à vraiment différer de Toutatis. Parce que si sur Toutatis on a un grand enchaînement d'éléments qui sont tous très rapprochés et qui défilent à vitesse grand V, sur Panthéon on est sur une philosophie laissant beaucoup plus d'amplitude et de largeur au layout. Peut-être même un peu trop. Car si les éléments qui suivent sont tous de très bonne facture, ils sont malheureusement trop peu nombreux. Suite au top hat, on s'en va négocier une très belle bosse inclinée vers l'extérieur qui propose un excellent airtime, un élément qui n'est pas sans nous rappeler le deuxième camelback de Conda qui fonctionne tout à fait bien. Nous nous engageons ensuite sur un virage nous faisant raser le sol avant d'en passer à un 0G stall amusant mais bien en dessous de ceux dont sont capables RMC. Le superbe stall de Zadra à Energylandia en tête. Suite à cela, nous nous retrouvons à faire demi-tour puis par négocier un S-turn très sec et resserré avant que le parcours ne soit clôturé par un wave turn nous faisant chasser des fesses. Et la première chose qui nous vient en tête en arrivant sur les freins finaux, c'est que putain, c'est quand même court ce Panthéon. Certes, il ne fait que 60 mètres de moins que Toutatis, mais le trop peu d'éléments qui succèdent au top hat, à savoir 3 éléments majeurs, font que le ressenti en termes de temps est bien moindre que sur le coaster français. Il y a vraiment un sentiment de frustration qui prédomine lorsque le coaster arrive sur les freins, un sentiment qui nous fait nous dire qu'on n'aurait clairement pas été contre 2 ou 3 éléments supplémentaires. Pour tout vous dire, je préfère le peu d'éléments que propose Panthéon à la salade niçoise que nous propose Toutatis, mais là force est de constater qu'on n'est pas loin de l'avarice et que perso, je préfère la générosité un peu maladroite à la radinerie bien emmitouflée. Panthéon est certes plus puissant que Toutatis, plus fourni en force négative, mais il a contre lui l'absence flagrante de déco, qui si elle n'est pas imputable à d'autres destinations, l'est obligatoirement lorsqu'il s'agit d'un coaster de Busch Gardens, qui nous a habitués aux interactions de ces attractions avec des éléments de décor ou des éléments naturels. Interactions qui sont purement inexistantes ici. Je mettrai donc en avant le coaster du parc Astérix qui est plus fourni en éléments diversifiés et donc en sensations diversifiées. Toutatis remportant son duel contre Panthéon, quand bien même c'est vrai qu'il s'agit d'un coaster que j'apprécie de moins en moins avec le temps. Après, rassurez-vous, vous passerez évidemment un excellent moment sur Panthéon, qui est un coaster de très bonne facture, comme en attestent les réactions de nos deux comparses après en avoir effectué leur premier tour. Un premier tour qui sera d'ailleurs et malheureusement un unique tour. Poursuivons ensuite par un coaster qui à mon sens n'a pas grand chose à foutre dans un parc comme Busch Gardens Williamsburg, notamment du fait de son débit, à savoir Tempesto, un Skyrocket pondu par Primi Rides et ouvert en 2015. Il s'agit du modèle de série appelé Skyrocket 2, donc précisément le même modèle que Skyscream à Plopsaland Deutschland ou que Phobia Fear Coaster à Lake Compounds. Un coaster que SeaWorld est également allé nous coller à SeaWorld San Diego en 2018 ainsi qu'à Busch Gardens Tampa en 2019. Et pour le coup, on se demande bien si un parc comme Busch Gardens Williamsburg ne méritait pas mieux qu'un coaster de série, qui aurait tout à fait sa place dans un parc régional attirant moins d'1 million de visiteurs à l'année, mais dans un parc comme Busch Gardens, ça semble quand même assez disproportionné. Déjà parce que le débit du ride n'est pas du tout adapté à un parc qui fait 2,5 millions de visiteurs à l'année, ensuite parce que pour un parc de cette envergure, on est en droit de s'attendre à un modèle custom plutôt qu'à un modèle de série, un peu comme Full Throttle situé à Six Flags Magic Mountain par exemple. Une chance pour nous que le parc était peu rempli en cette journée, parce qu'on ressent vite à quel point le temps d'attente peut atteindre des sommets avec une machine de ce type. Mais alors, que vaut ce Tempesto? Eh bien déjà, côté stats, sachez que nous sommes sur un coaster de 263 mètres de long, 48
45 mètres de hauteur, le tout atteignant la vitesse de 99 km/h. Aussi, sachez qu'il manque cruellement de place pour que notre corps puisse purement et simplement accéder au train. Tout est très étroit, surtout quand comme moi vous faites 1m91. Mais surtout, le train possède ces fameux confort collars qui n'ont de confortable que le nom, et qui sont des espèces de harnais à bretelles, tout ce qu'il y a de plus inconfortable, qui viendront vous cisailler les épaules et la nuque à chaque transition négociée par le train. Ajoutons à cela que ces harnais compliquent grandement l'accès au train à cause de leur ergonomie désastreuse, et qu'il vous faudra également du temps pour vous en extirper. Ah bah ça, pour aider au débit, c'est vraiment parfait. Ces harnais n'apportent qui plus est aucune plus-value de sécurité, n'apportant au mieux qu'un effet placebo tout à fait dispensable. On remercie donc grandement Lake Compounds d'avoir refusé les confort collars sur les trains de son Skyrocket, et ce qui est fou, c'est que ça en change grandement l'expérience. Comme sur Panthéon, on retrouve ici un coaster à multi-launch LSM, mais avec ici un triple launch effectué depuis la gare qui nous permettra de passer le premier élément. Les trois propulsions sont plutôt amusantes, surtout la dernière qui nous permet donc de grimper et de passer ce premier élément qui est aussi le plus aérien, à savoir une inline twist située au sommet du coaster. À l'issue de cela, nous nous retrouvons devant une lame de frein qui nous permet de profiter d'un effet dive qui fonctionne tout à fait bien, un effet dive qui donnera suite à une drop assez impressionnante bourrée d'airtime, d'autant plus si on se retrouve à l'arrière du train. Par contre, merci le harnais qui se resserre très fort dans cette drop et qui appuie sur les cuisses de façon très désagréable. Combiné au confort collar qui te cisaille la jugulaire, c'est franchement un combo dont on se serait bien passé. Nous effectuons une rotation à 180 degrés dans la drop pour aller chercher un non-inverted loop qui est toujours un élément qu'on apprécie de retrouver sur un coaster, avant de retraverser la gare et de freiner pour revenir en station. Alors clairement, le parcours est très optimisé pour la longueur du circuit, c'est malin et le rapport longueur-sensation est de bonne qualité. Par contre, pour un parc comme Busch Gardens, c'est vraiment beaucoup trop court. D'autant que pour ne pas nuire davantage au débit, le train n'effectue qu'un seul cycle. Ensuite, force est de constater que les trains déjà inconfortables ne sont pas aidés par ces horribles confort collars qui nuisent grandement à l'expérience et qui prennent un malin plaisir à nous guillotiner à chaque courbure de rail. Sans ces confort collars à la mort moelleux, Tempesto aurait pu gagner un point supplémentaire, mais là c'est un coaster sur lequel on ne reviendra pas, et la raison principale c'est clairement son confort, en plus d'être assez anecdotique au sein de l'offre d'attractions proposée par Busch Gardens Williamsburg. Poursuivons maintenant avec le troisième coaster de cette journée, un coaster situé juste derrière Tempesto, et un coaster proposant une expérience plus conforme à celle qu'on est en droit d'attendre d'un parc comme Busch Gardens Williamsburg. Et ce coaster, c'est Apollo's Chariot, un hyper BEM ouvert en 1999. La bestiole est longue de 1488 mètres, culmine à 51 mètres de hauteur, tout en proposant une première drop de 64 mètres de haut s'enfonçant dans la vallée, le tout en atteignant la vitesse de 117 km/h. Ah là oui, ça semble tout de suite beaucoup plus Busch Gardens compatible cette affaire. Apollo's Chariot est également un coaster historique dans le monde des montagnes russes, puisqu'il s'agit tout simplement du premier des 18 hypercoasters conçus par BEM à ce jour. Et alors, que vaut Apollo's Chariot? Eh bien, venant du prototype, il faut s'attendre à retrouver tout ce qui fait l'ADN de ces hypercoasters, c'est-à-dire un layout très majoritairement composé de bosses, tout élément intermédiaire ne servant qu'à effectuer une transition soit pour faire demi-tour, soit pour atteindre une portion de rail décalée à cause de la topologie du terrain. Et comme moi, j'aime grandement les airtime, qui sont pour moi les meilleures sensations qu'on peut retrouver sur un grand 8 avec les accélérations, inutile de vous dire qu'un coaster qui base 90% de son layout sur des bosses, c'est forcément un coaster fait pour moi. Alors oui, c'est vrai, seulement le problème de cet Apollo's Chariot, c'est qu'il est très avare en G négatif. Et donc pour un coaster basant la quasi-intégralité de son expérience sur la promesse d'avoir des airtime, disons qu'on reste forcément un peu sur notre faim. Pour être tout à fait honnête, Apollo's Chariot est clairement le plus mou de tous les hypercoasters BEM qu'il m'a été donné de faire. C'est à peine si on a de l'airtime sur les boss, et c'en est presque à faire passer Silver Star pour Fury 325. C'est pas désagréable pour autant, c'est un coaster au sein duquel on effectue une belle promenade, mais c'est vrai qu'on n'aurait pas été contre le fait de décoller davantage du popotin. Par contre, puisque je vous parle d'une promenade, le très gros argument de ce grand 8, c'est de loin son environnement. Parce que là, c'est absolument magnifique. On plonge littéralement dans la vallée sans pollution visuelle d'aucune sorte, et on se retrouve à rider un hyper BEM perdu en pleine forêt, en s'envolant par-delà la cime des arbres pour revenir ensuite au plus près des souches, le tout en longeant et en survolant la Rhine River dont les bras enlacent le parc. C'est le genre de cadre dans lequel bien peu de coasters évoluent, et qui donne un argument de poids à cet Apollo's Chariot, qui ne brille pas par sa puissance, mais par sa capacité à nous emmener momentanément dans un autre monde. Donc même si vous ne sortez
sortirez pas de là en faisant de ce coaster votre numéro 1 mondial, vous en sortirez avec des souvenirs plein la tête et en vous disant que cette montagne russe c'est un peu le Soarin' des coasters, une envolée lyrique et bucolique qui en fait un immanquable de Busch Gardens Williamsburg. Vous voulez mieux comprendre notre désarroi quant au manque de soins apportés à la thématisation des investissements les plus récents de Busch Gardens? Eh bien, pour appuyer la comparaison, allons voir ce que le parc était jadis capable de faire avec un simple shoot the shut, en nous attaquant au cultissime Escape from Pompeii. Il s'agit donc d'un shoot the shut signé Intamin ouvert en 1996, une attraction comme on en retrouve un peu partout. Encore plus d'ailleurs aux États-Unis, qui emmène les passagers grimper un lift d'un peu plus de 20 mètres de hauteur pour leur faire demi-tour et les envoyer sur une drop extrêmement humide à la réception. Eh bien, chez Busch Gardens, on a absolument la même chose, sauf que la partie entre le lift et la descente est complètement thématisée, et plus encore, remplie d'éléments pyrotechniques. Ah ça, autant les shoots de shut on connaît bien, autant des shoots de shut thématisés comme celui-là, c'est du jamais vu. Au sommet du lift, nous entrons donc dans la fameuse ville antique de Pompéi, une ville célèbre pour avoir été ensevelie à l'automne 79 lors d'une éruption du Vésuve, un volcan situé à 9 km de là. Pas de chance, vous entrez dans la ville le jour même de l'éruption, et allez donc tenter de vous échapper dans cette ville condamnée à disparaître sous la colère des éléments. Et puisqu'à cette époque, Busch Gardens ne savait pas ouvrir un ride sans nous en foutre plein la vue, ce shoot the shut nous propose des scènes dans lesquelles les éléments de décor s'effondrent et où les flammes se déchaînent pour venir mettre en lumière la catastrophe de Pompéi. Le feu s'insérant dans tout le bâtiment pour dévorer tout ce qui peut être dévoré, donnant à voir des tableaux tout à fait impressionnants qu'on ne retrouve sur aucun autre shoot the shut dans le monde. C'est brillant, c'est flamboyant, resplendissant, et on se dit vraiment que le Busch Gardens de cette époque, c'était assurément quelque chose. Pour finir, vient évidemment la fameuse drop des shoot the shut qui viendra clôturer le spectacle. Une drop qui est sans doute l'une des moins humides que j'ai pu rencontrer sur une attraction de ce type, et qui n'est vraiment pas ici l'argument principal d'Escape from Pompeii. Une attraction à ne clairement pas rater, à rider sans aucune forme d'hésitation, quand bien même la météo pluvieuse viendrait freiner vos envies de vous enfiler un ride aquatique. Parce qu'encore une fois, c'est avant tout une attraction très chaude, avant d'être une attraction aquatique. Quand je vous disais qu'il y avait quelque chose de grandiose et de majestueux à Busch Gardens Williamsburg, je pensais notamment à ce genre de choses, avec le superbe train panoramique du parc, qui traverse de véritables ponts de part et d'autre du site, surplombant des rides mythiques comme Loch Ness Monster, ou encore la Rhine River en s'éloignant des sentiers, comme sur ce pont situé en retrait du parc entre la rivière et la forêt. Parce que oui, ce pont, ça fait aussi partie du parc. Ah ça, je peux vous dire que c'est un lieu qui a de la gueule, et qui fait que le simple fait d'en arpenter les allées permet de passer un moment suspendu dans le temps particulièrement agréable. Et quand je vous parle de grandiose et de majestueux, je ne vous parle pas uniquement de l'environnement, mais c'est également des attractions dont dispose le parc qui s'élèvent dans le ciel comme de véritables titans qui impressionnent autant qu'ils attirent. Non mais regardez-moi ça si c'est pas absolument impressionnant. Vous en connaissez beaucoup des skylines comme celle-là, vous? Ah là, dans le genre mythique, c'est mythique, et ça annonce que du très lourd pour les réjouissances à venir. Ah bah ça, on s'en lasse pas, et il est certain qu'on pourrait rester des heures à regarder ces trains virevolter autour de nous, mais je vous rappelle qu'il y a un orage qui arrive, et qu'on a encore 6 crédits à aller chercher. De notre côté, nous prendrons notre mal en patience, car autant nous avons franchement envie d'ajouter à notre compteur un crédit aussi iconique que le sérénissime Loch Ness Monster, autant pour l'instant le coaster semble jouer à la diva et à vouloir se faire désirer. Donc on va jouer le jeu, on va le laisser terminer son caprice, et on reviendra un peu plus tard pour voir s'il est enfin disposé à nous accueillir. En tout cas, une chose est sûre, il est absolument hors de question qu'on quitte le parc sans avoir pu poser nos fesses dessus. Donc messieurs dames de Busch Gardens, va falloir trouver une solution s'il vous plaît. Allez, on passe un coucou à cette tortue qui semble se pavaner dans la rivière depuis des temps ancestraux, peut-être même avant que le parc n'ouvre ses portes aux visiteurs en 1975, et nous allons jeter un rapide coup d'œil au petit quartier pour gamins coincé entre les flamboyants Loch Ness Monster et Griffon, où nous accueillent tout sourire les rejetons de ce fifrelin de monstre du Loch Ness. Avant d'aller casser la croûte au Festaos et de poursuivre ensuite avec les crédits suivants, passons rendre hommage à Feu Curse of Dark Castle, qui était alors l'unique Dark Ride du parc et qui prenait place dans ce bâtiment. Un Dark Ride jouissant d'une excellente réputation, dans la lignée du Superman d'Islands of Adventure, avec toutefois un thème beaucoup plus sombre. Narrant la funeste destinée de Louis II de Bavière, un roi de Bavière donc, qui dépensa une grande partie de la fortune familiale dans la construction de châteaux mystérieux, le plus célèbre d'entre eux étant le château de Neuschwanstein, ayant d'ailleurs inspiré un certain Walt Disney. Ce roi accumula une dette de 14 millions de marks et fut déclaré fou avant d'être placé en détention. Peu de temps après, on le retrouva au fond du lac du château de Berg, et sa mort fut officiellement attribuée à un suicide par noyade, bien qu'aucune trace d'eau n'ait été retrouvée dans ses poumons et qu'il fut un excellent nageur. Ouais bon, la mort par suicide, vous avez compris que c'est pas très sûr ça. L'attraction métaphorisait donc la chute dans la folie de ce roi au destin tragique,
épique, une chute métaphorisée au sens propre comme au sens figuré, le tout compté à travers les pierres d'un château bavarois abandonné, hanté par des esprits maléfiques et un loup-garou démoniaque. Comme je le disais plus tôt, la technologie de cette attraction était très similaire à celle du Spider-Man d'Islands of Adventure, à ceci près que les nacelles de Dark Castle conçues par Oceaneering utilisaient des coussins d'air pneumatiques pour les mouvements de lacets, de tangage et de roulis, tandis que ceux de Spider-Man conçus par Universal Creative utilisent des vérins à vis électriques. Bref, c'en est fini de l'instant nerd, mais si cette attraction vous intéresse, je vous invite à pousser l'investigation, parce qu'il s'agissait là d'une attraction fascinante et intrigante à bien des égards. Aujourd'hui, ce bâtiment est utilisé pour Dark Coaster, un Family Launch Coaster Intamin ouvert en 2023, donc un coaster de la famille de Yukon Quad Opal. Après donc cette petite minute historique, il est temps pour nous d'aller nous sustenter au Fest House, une halle faisant 13 Oktoberfest dans laquelle vous pouvez acheter du merch et où ont généralement lieu des shows pour vous divertir pendant que vous vous restaurez. Aujourd'hui, journée creuse oblige, pas de show, mais quand même la possibilité d'y prendre notre repas, et c'est bien ce que nous avons fait. Alors par contre, j'aime autant vous dire qu'on viendra pas y manger tous les jours, parce que certes c'était pas mauvais, sans pour autant être exceptionnel, mais pour ma part, je vais vous laisser deviner le prix de mon plateau. Parce que oui, je me suis aventuré hors menu, parce que les plats à l'unité me faisaient plus envie, et donc mon assiette avec de la pomme de terre, du chou fermenté et de la saucisse, mes quelques frites, mon cheesecake et mon Coca Zéro me sont revenus pour la modique somme de 38 $. Oui, 38 $. Je veux bien qu'on soit sur un parc premium, mais quand même, faut pas pousser mémé dans les orties. Du coup, je vous assure que j'ai bien profité de chaque bouchée, parce que même le resto service à table très qualitatif de Dollywood, qui est également un parc qui se veut premium, m'aura coûté moins cher que ce plateau, c'est dire. Et pour bien digérer cet onéreux repas, que diriez-vous d'aller vous attaquer à un nouveau crédit, et plus précisément au plus gros inverted BM jamais conçu jusqu'à ce jour? Ah bah, l'idée semble bonne, oui. Alpengeist, c'est son nom, et cet inverted ouvert en 1997 nous propose un parcours long de 1166 mètres, le tout culminant à 59 mètres pour une vitesse de 107 km/h. Et surtout, Busch Gardens de la grande époque oblige, le tout nous propose de la thématisation des abords du ride jusqu'au layout, et même jusqu'au train et au support. Car oui, vous aurez remarqué rapidement que ces supports ne sont pas tout à fait standards chez BM, étant donné qu'ils représentent ici des supports de remontée mécanique type téléphérique. Et une telle customisation des supports, c'est absolument unique chez BM. Pareil, on notera les skis positionnés à même les trains pour un effet des meilleurs, parce qu'après tout, notre train est une remontée mécanique. On remarquera également tous les éléments de déco qui laissent à comprendre que notre téléphérique risque de se retrouver détraqué par un esprit malin, Alpengeist signifiant littéralement esprit des Alpes, ayant pour conséquence d'envoyer les skieurs valdinguer à droite à gauche à travers la montagne et sa forêt, balançant même des skieurs traverser les toitures des chalets la tête en bas et les pattes en l'air. À l'entrée, on aura évidemment droit à des éléments de déco permettant qui plus est d'immortaliser notre venue à Busch Gardens et notre rencontre avec ce superbe Alpengeist, un de ces coasters qu'il me tardait très franchement de pouvoir découvrir. Et là, autant vous dire qu'avec un coaster pareil, on en a pour notre argent. De la théma comme ça, on va également en retrouver tout au long du parcours, avec notamment des petits chalets et rochers enneigés disséminés tout au long du circuit. Allez, tout ça c'est bien beau, mais il est maintenant temps d'embarquer à bord du coaster. Alors on enfile les chaussures de ski, et à nous la montagne et le grand air. On s'en va donc grimper ce gigantesque lift de 59 mètres de hauteur, soit 19 de plus que celui d'Osiris, pour vous donner une idée. D'ailleurs, le sommet du lift nous donne une vue absolument superbe sur l'environnement, ainsi que sur Griffon et Loch Ness Monster, et on s'engage donc dans cette première descente qui a pour originalité d'être totalement en spirale, et qui s'avère être aussi interminable qu'intense à mesure qu'on en parcourt les mètres. Vient ensuite un enchaînement parfait d'inversions toutes plus intenses les unes que les autres, avec pour commencer un super Wimmelmann très aérien qui vous fera systématiquement fusionner avec votre siège, et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on recherche quand on négocie un Wimmelmann à bord d'un inverted. On s'attaquera ensuite à un vertical loop de 32 mètres de hauteur qui vous fera bien manger du jet sans que vous n'ayez le temps de donner votre avis, et en cela l'élément s'avère très généreux. Puis nous traverserons un tunnel avant de nous attaquer à l'élément le plus intense du parcours, c'est-à-dire un gigantesque Cobra Roll qui est probablement le plus méchant que j'ai pu faire sur un inverted BM. Un Cobra Roll qui se clôturera par une poussée phénoménale en sortie d'éléments, pour bien que le sang présent dans votre cerveau aille dire bonjour au sang présent dans vos pieds, laissant ainsi place à une accumulation de globules rouges digne d'un RER de Châtelet-Les-Halles à 18h30. Et grand ouf de soulagement pour certains, claire forme de frustration pour nous autres, la suite sera à aller chercher du côté des freins de mi-parcours de la bête. Et là, il y a de quoi grincer un peu des dents, parce que les freins freinent.
mais genre, il freine, faisant que les deux inversions qui vont suivre sont 1000 fois plus gentillettes que tout ce qu'on vient de traverser. Et quand on vient de se prendre une tartine de G positif comme on l'a prise, le contraste est d'autant plus saisissant. Total de l'affaire, le Zero G-Roll porte tristement bien son nom parce que il y a pas de G, et pas parce qu'on y ressent de la pesanteur, hein, et la flat spin qui suit est assez dénuée d'intérêt. Le constat qu'on fera arriver sur les freins finaux, c'est qu'en l'absence de ces mid-breaks, ou même avec un freinage un peu moins prononcé, Alpengeist aurait très clairement été mon inverted favori à ce jour, sans concurrence possible. En l'état, je lui préfère Banshee à Kings Island, qui est vraiment un coaster qui m'a foutu sur le cul et que je ne m'attendais pas à trouver aussi bon, d'autant plus que c'est un coaster qui est régulièrement critiqué et injustement selon moi. En ce qui concerne Alpengeist, on va quand même pas bouder notre plaisir parce que ça reste clairement l'un des meilleurs inverted BEM du monde. C'est un coaster parmi ce qui se fait de mieux en la matière, c'est très intense, très surprenant, c'est un BEM qui sort sur son 31, c'est un coaster grandiose, aussi bon que beau, et sa première partie avant les mid-breaks est vraiment ce qui se fait de mieux en matière d'inverted BEM. D'ailleurs, même si notre timing est serré à cause de l'arrivée imminente de l'orage, on va se le faire une deuxième fois d'affilée, parce que vraiment, une machine pareille, faut en profiter. Et ce dont on ne va pas se priver de profiter non plus, c'est l'autre grosse bébête située à quelques encablures d'Alpengeist, à savoir Griffon, une énormissime dive machine BEM ouverte en 2007, qui est aussi culte que superbe et qui est typiquement ce coaster qu'on retrouve systématiquement dans les vidéos putaclic qui vous font un classement des manèges les plus flippants du monde. Vous voyez l'idée? Faut dire que Griffon en impose beaucoup, genre beaucoup, et que si vous êtes déjà impressionné par Baron à Efteling, c'est même pas la peine d'envisager Griffon. Le coaster ici présent nous propose donc un parcours de 947 mètres de longueur, 62 mètres de hauteur pour une vitesse max de 114 km/h. Vitesse qu'il atteindra notamment grâce à sa première descente inclinée à 90 degrés, qui fera plonger les trains les plus larges du monde dans un gouffre abyssal, train comportant tout de même 10 putains de sièges par rangée, et ça c'est quand même une belle zinzinade quand on y pense. Pour trouver des dive machines dignes de ce nom, il faut se rendre sur le continent nord-américain, ou alors en Asie, où se trouve d'ailleurs Draken, le clone de Griffon. En Europe, on a droit qu'à des amuse-bouches, que ce soit Baron, Oblivion, Valkyria, on a soit des machines qui manquent vraiment trop d'éléments, soit des machines qui manquent vraiment de hauteur. Et pour qu'une dive machine prenne vraiment tout son sens, il faut qu'elle tape les 60 mètres de hauteur. Ce qui est donc le cas pour Valrevne, qui est pourtant un coaster extrêmement poussif et au harnais à veste souple qui empêche toute possibilité d'airtime. Mais aussi pour Shekra et Griffon, qui sont deux grands 8 absolument extraordinaires. Mais Shekra, c'est pour Tampa, et aujourd'hui, nous sommes à Williamsburg. Alors prenons rapidement place à bord de Griffon, qui débite du feu de Dieu grâce à ses trains gigantesques, et partons à l'assaut de ce non moins gigantesque lift qui a dû être le théâtre de bon nombre de caca-culottes, et ça, j'en suis intimement persuadé. Ah bah ouais, pour ceux qui hésitaient à cause de la hauteur, va y avoir quelques regrets dégoulinants de sel durant ce lift, dont on a tout à fait le temps de profiter. La sensation de hauteur et de gigantisme étant totalement décuplée déjà par la taille des trains, mais donc inéluctablement par la taille des rails, ce qui renforce l'aspect mastodonte de la machine. Une fois au sommet, vous aurez tôt fait de constater que oui, vous êtes suffisamment haut pour que l'horizon se dessine à 360 degrés autour de vous, tout en sachant pertinemment que quelques mètres plus loin, vous attend une très jolie drop inclinée à 90 degrés qui va vous faire plonger sans que vous n'ayez votre mot à dire. Ah bah, une fois arrivé là, c'est trop tard, hein, y a pas de retour en arrière possible, y a ni safe word, ni gestuelle d'interruption, nada. Et vous savez ce que j'aime sur les dive machines? C'est leur sens du spectacle, c'est leur vice et leur machiavélisme. Et c'est l'une des rares fois où on apprécie de retrouver des freins au sommet d'une drop, n'est-ce pas Toutatis? Ici, les freins jouent avec nos nerfs, les trains floorless aidant pour beaucoup à la sensation de vulnérabilité qu'on a à bord. D'ailleurs, mettez-vous sur les meilleures places qui soient sur ce type de coaster, c'est-à-dire à l'avant, aux extrémités, pour en profiter du mieux possible. On pendouille donc à 62 mètres de hauteur avant que le chat n'ait fini de jouer avec la petite souris. La petite souris, c'est nous, pour ceux qui ont du mal à suivre, et que nous ne soyons enfin lâchés le long de cette drop qui propose un superbe airtime de son sommet à sa base, le genre d'airtime qui fait qu'à aucun moment nos fesses ne retouchent le siège. Cumulez à cela la puissance ressentie par le poids du train qui nous embarque vers le sol, et vous avez là l'une des meilleures drops jamais pondues sur un roller coaster. On s'élance donc dans un superbe Himmelmann très aérien qui nous permet vraiment de profiter longuement de l'élément, un petit peu à l'image du stall de Zadra, qui est clairement un élément magique et suspendu dans le temps. Ah oui, je le répète, mais qu'est-ce qu'il est bien ce stall. Cet Himmelmann propose une bonne dose de G positif en entrée, avant de nous délivrer une séquence bien planante au sommet, le genre de combo dont on est particulièrement friand. Ajoutez à cela une belle bascule dans la rotation de l'inversion, et vous obtenez là un Himmelmann aux petits oignons. Viennent après cela les freins de mi-parcours, avec une suite de layout qui nous proposera exactement le même programme que la première partie. On commencera donc par une nouvelle drop qui est beaucoup plus petite que la première, mais qui, pour vous donner
donner une idée est plus haute encore que la descente de Baron, une drop qui procurera encore une fois un très bel airtime et qui débouchera sur un autre Immelman à l'image du premier, donc fourni en jet en entrée et bien planant en sortie. S'en suivra une boss avec encore une fois un bel airtime, c'est d'ailleurs la dive machine avec le plus d'airtime que j'ai faite jusqu'alors, une boss qui débouchera sur une splash zone dont on ne profite pas à l'intérieur mais qui s'avère du plus bel effet à l'extérieur. Un demi-tour plus loin, nous négocierons une dernière cassure qui nous fera à nouveau décoller du popotin avant d'en arriver sur les freins finaux. Et la première chose qu'on se dit sur les freins de la machine, c'est tout à fait prosaïquement, on en refait un tour? Bah oui, parce que c'est absolument génial, Griffon. On pourrait penser que c'est étrange cette idée de nous balancer 2 fois de suite le séquencement Drop Immelman, mais ici l'enchaînement est tellement excellent que c'est comme si t'avais adoré ton dessert et qu'on te proposait de t'en servir. J'ai jamais raidé une dive machine aussi généreuse que ça sur les airtime. C'est brillante puissance dans les accélérations, on se sent vraiment misérable face à la démesure et au poids des trains qui nous plaquent et nous aspirent dans les drops, et c'est un coaster dont on profite de chaque instant sans qu'il n'y ait aucun temps mort, y compris sur les mid-breaks grâce à la dramaturgie du freinage avant la drop. Et ça, je le répète, mais il n'y a que sur les dive machines que ça fonctionne pleinement. Bref, Griffon, c'est un coaster sur lequel on sera remonté à peine après en être descendu. C'est actuellement ma dive machine préférée devant Shekra, qui a lui aussi un superbe coaster. Et de fait, il me tarde de pouvoir tester Yukon Striker et Wrath of Rakshasa durant notre prochain trip pour voir ce que ces machines ont dans le ventre. Et surtout, il me tarde de revenir à Busch Gardens Williamsburg pour pouvoir remonter sur Griffon, qui est un coaster dont j'attendais beaucoup, mais qui m'a donné beaucoup plus. Ce qui nous aura donné beaucoup moins, hélas, c'est le crédit suivant, à savoir Invader, un wooden hybride de chez GCI ouvert en 2017. Et ce coaster, après Tempesto, marque le début d'une ère inquiétante pour Busch Gardens Williamsburg. Le début d'une ère de coaster pondu à la va-vite, designé sans créativité aucune et implanté sur des terrains vagues sans aucune once d'intégration. Invader, c'est un grand 8 haut de 22 mètres, long de 645 mètres pour une vitesse de 77 km/h. Donc c'est plus ou moins du Yoris and the Drac avec quand même 100 mètres de rail en moins. Mais c'est surtout à des années-lumière du fun de Yoris and the Drac. Ici, loin des contentions de son congénère hollandais, Invader propose un parcours absolument linéaire et prévisible dans lequel les virages ne semblent être conçus que pour relier une portion insipide à une autre portion insipide, des virages sans la moindre trace de jet latéraux et des portions à boss sans la moindre trace de jet négatif. Je sais que le système de retenue des Millennium Flyers empêche ces coasters d'avoir de gros coups de jet, mais quand même, là c'est le zéro pointé. Y a même pas une micro-trace de floating dans ce bordel. Et pourtant, des coasters avec des statistiques modestes pondus par GCI, on en a eu d'autres, mais à chaque fois leur layout leur permettait de s'exprimer. Je pense notamment à El Toro à Plone, au Heidi de Plopsaland ou justement à Yoris and the Drac à Efteling. Mais sur Invader, plus mou et fade, tu meurs, et c'est certainement le GCI le plus plan-plan sur lequel j'ai pu poser mes fesses. Ah, ça c'est sûr que quand t'as fait Mystic Timbers quelques jours auparavant, ça calme, hein. J'en parlais justement plus tôt, mais c'est pareil, côté déco, y a rien, côté végétation, y a rien. Le coaster est vraiment posé là sans autre forme de procès, et pour du Busch Gardens, c'est assez inadmissible. Alors autant on aurait pu se dire que la déco est chouette, donc que ça limite un peu la casse, mais du coup il faut ajouter la déco inexistante au coaster insipide. L'addition commence donc à être un peu salée. Ça fait donc plus 1, et c'est bien tout ce que ça fait, donc contrairement à Alpengeist, Griffon ou encore Verbolten, vous ne nous reprendrez pas à en faire un second tour. Non, le vrai bon coaster familial du parc, c'est pas du tout du côté d'Invader qu'on va le trouver, mais plutôt du côté de la forêt noire avec un certain Verbolten. Et un peu comme Griffon, j'en attendais quelque chose, et j'ai eu encore mieux que ce que j'attendais. Il s'agit ici d'un Family Launch Coaster conçu par les Allemands de Zierer et ouvert en 2012. Et quand on sait que ce coaster est de la même famille que les Spirou Racing ou autres Polar Explorer, il n'y a pas forcément de quoi sauter au plafond. Et pourtant, Verbolten est à des années-lumière de ses insignifiants cousins. Déjà, parlons de la très belle file d'attente décorée avec goût et avec soin qui nous plonge immédiatement dans l'atmosphère du ride et qui nous permet de nous rendre compte que lorsque le parc se sort les doigts du cul, on en arrive à des choses on ne peut plus satisfaisantes. Le pitch ici est à la fois simple et efficace. On a affaire à un couple d'Allemands qui tiennent une boutique de location de voitures. Jusque-là, rien d'anormal. Mais depuis peu, ceux-ci s'inquiètent fortement parce qu'ils retrouvent bel et bien leur voiture perdue dans la forêt noire, mais il ne reste aucune trace de leurs passagers. On est donc missionné pour aller essayer de comprendre ce qui se passe en nous rendant de nous-mêmes dans cette fameuse forêt noire. Et c'est là que les choses vont se gâter. D'ailleurs, tout ceci est préfiguré par le nom de l'attraction, étant donné que Verbolten est un mot qui n'existe pas en allemand. C'est en fait la contraction de Verboten qui signifie interdit et Bolt qui signifie s'enfuir rapidement. Donc va falloir qu'on s'enfuit à toute vitesse après être entré dans un lieu interdit. Tout un programme. Verbolten est donc un coaster long de 864 mètres
culminant à 26 mètres et atteignant la vitesse de 85 km/h. Donc oui, pour un coaster dit familial, on dépasse la vitesse d'Alpina Blitz à Nigloland, et rien que là, on voit ce qui va le différencier d'un Spiro Racing. Embarquons donc à bord de ces superbes trains et laissons-nous cueillir par l'un des 3 scénarios différents définis aléatoirement au moment de la dispatch. Les scénarios qui se joueront à l'intérieur d'un show building. Pour accéder à ce bâtiment, rien de plus simple, vous dévalez quelques mètres de descente et allez chercher une première propulsion à LSM qui vous enverra valdinguer à travers le bâtiment. Et si on veut chercher la petite bête, regardez un peu ce bâtiment qui flotte dans le vide, ça fait un peu projet torché à la va-vite sur Planet Coaster, ça. What the fuck is this piece of shit? Ce qui n'est pas torché à la va-vite par contre, c'est l'ambiance au top à l'intérieur de ce bâtiment, avec un gros travail sur le sound design, notamment le bruit du vent qui décuple notre sensation de vitesse en effectuant une bonne combinaison avec l'obscurité de laquelle se détachent quelques éléments de décor que notre train vient à frôler. Et petit à petit, on commence à comprendre comment les voyageurs ont pu se perdre dans cette forêt noire que l'on pourrait à minima qualifier d'hostile. Après quelques virages et surtout quelques bons coups de jet qui viennent à nous appuyer de manière assez surprenante dans le fond du siège, on en arrive à une première break zone qui aidera davantage à étoffer l'ambiance très mystérieuse et assez inquiétante du lieu. Puis, une nouvelle descente nous amènera droit sur une rampe le long de laquelle le train ne cessera d'avancer lentement. Rampe autour de laquelle sont implantés des éléments de décor ainsi que des effets différents selon le scénario choisi par le programme de l'attraction. Au bout de la rampe, vous pouvez commencer à vous douter de ce qui va arriver. Après une apparition à faire sursauter les plus sensibles, le rail plongera à la verticale sur 5,50 m parce que oui, il s'agissait bel et bien d'une drop track. Nous poursuivons ensuite très rapidement sur une nouvelle petite zone nous menant sur le second launch à LSM, launch qui nous donnera l'impulsion nécessaire pour grimper le long de la zone menant directement sur la descente iconique du parcours du coaster, qui était également la drop de feu Big Bad Wolf que Fairbolton a remplacé à l'époque. C'est alors que le train freine, ce qui nous laisse le temps d'admirer le superbe panorama que nous offre le parc, parce que là, oui, il faut quand même se dire que ça a sacrément de la gueule cette histoire. Avant que nous ne dévalions cette drop, qui s'avère donc être la plus grande du parcours, une drop qui n'est pas sans nous rappeler celle d'un certain Expédition Everest. S'ensuit quelques petits virages entrecoupés d'une bosse au sommet de laquelle on n'aura malheureusement pas trouvé une once d'airtime avant d'en arriver sur les freins finaux. Eh bien, écoutez jeunes gens, Fairbolton est clairement l'un de mes coasters familiaux plus préférés. Et comme pour Griffon, à peine serons-nous arrivés sur les freins qu'on y sera immédiatement retourné. Le parcours est long, l'ambiance est géniale, le show building est un modèle de simplicité et d'efficacité, les sensations sont au rendez-vous, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour y passer un excellent moment. Et contrairement à Invader, on est ravis de profiter de la thématisation du ride et de la file, et même des abords de l'attraction, une donnée qui fait aussi beaucoup pour l'affection qu'on peut ressentir pour une attraction. On aura tous les 4 adoré ce coaster et on y sera retourné avec un grand plaisir et avec une satisfaction toujours aussi intacte à l'issue de notre second tour. Fairbolton est un excellent grand 8 familial, c'est hyper fluide, c'est très joli, c'est bien branlé, il comporte pas mal de surprises et on prendra un grand plaisir à découvrir chacun des scénarios proposés par le ride. C'est donc un grand oui et re-oui. Bon, malheureusement, on voit que le temps en arrive à sérieusement se gâter et on commence à constater sur les applications météo que l'orage tant redouté depuis ce début de journée approche à grands pas. Et là, on parle pas d'un petit orage passager, on parle vraiment de l'orage qui risque de durer fort longtemps, au moins jusqu'à 2h du matin. Sauf qu'il est 16h et qu'il nous reste encore 2 crédits à faire. Donc pas le temps pour nous de tester cette tour de chute, non pas pondue par Mac comme le nom peut le laisser entendre, mais bel et bien par les Italiens de Mother Rides. Après, manifestement, on n'a pas raté grand chose, on nous a assuré que c'était une tour d'une mollassonnerie outrancière, et de toute façon, on ne pourra croire ses dires que sur parole, étant donné que l'attraction a définitivement fermé en 2023, donc ciao bambini, comme on dirait du côté de chez Roland Mac. Tout ça c'est bien beau, mais nous faut vraiment qu'on se mine le cul, alors fonçons dès à présent vers une attraction qui a finalement eu la politesse d'ouvrir aux visiteurs juste avant de refermer derrière nous, à savoir Loch Ness Monster. Et un coaster aussi culte et iconique que celui-ci, je vous avoue que ça nous aurait bien fait chier de le rater. Pour ceux du fond de la classe qui n'ont jamais rien suivi à l'histoire des roller coasters, il s'agit d'un grand 8 pondu par Arrow et ouvert en 1978. D'ailleurs, le tout premier coaster du monde a possédé des interlocking loops, et ça, faut quand même avouer que ça a sacrément de la gueule. Et pour ceux qui ne suivent toujours pas, sachez qu'Arrow est réputé pour avoir pondu une quantité indéfinissable de coasters absolument merdiques, et que Loch Ness Monster est un des très rares à ne pas faire mal absolument partout, avec notamment Tennessee Tornado que nous avons eu la chance de rider quelques jours plus tôt à Dollywood. Ici, le coaster est long de 987 mètres, haut de 39 mètres et atteint la vitesse de 96 km/h. Des stats qui peuvent faire peur pour un Arrow de plus de
40 balais. Allez, embarquons pendant qu'il est encore temps de choper le crédit, parce que je sens que les coasters ne vont pas tarder à fermer les uns après les autres là. On prend donc place dans ces trains d'un autre âge et on s'en va pour effectuer quelques premiers mètres de parcours afin d'aller chercher le lift. Le lift est gravi assez lentement, chose tout à fait normale pour un grand vide de cet âge. Et au sommet de celui-ci, comme pour tous les autres coasters du parc, nous profitons du panorama spectaculaire qui s'offre à nous. La première descente a beaucoup de celle d'un Wooden dans l'esprit, d'autant plus que celle-ci, assez pentue, se ponctue par un virage banqué très aérien qui nous permettra de faire demi-tour. Et ça, c'est vraiment la signature des Wooden à l'ancienne, le banking en plus. Et parler de banking chez Arrow, on a presque l'impression de lâcher là un gros mot. Qu'à cela ne tienne, ça passe comme une lettre à la poste, comme quoi incliner correctement ses virages peut permettre d'éviter quelques bobos malencontreux à base de chicots venant percuter le harnais. On s'engage ensuite sur une deuxième drop, nous envoyant directement sur le premier des deux loopings entrelacés, à savoir le looping le plus aérien. Comme ça va tout droit, pas de piège, ça ne cogne pas, quand bien même Arrow a déjà réussi l'exploit de nous envoyer des mandales en pleine ligne droite, un peu comme c'est le faire Zamperla par exemple. Ah oui, on se rappelle bien de Thunderbolt, oui. On prend ensuite un virage après avoir négocié ce premier looping, et là, amis claustrophobes, accrochez-vous, parce que vous allez vraiment passer un sale moment, parce que nous allons nous engouffrer dans un tunnel à l'intérieur duquel le gabarit ne doit plus être hyper réglementaire, dans le sens où je vous recommande très clairement de ne pas tenter de lever les bras, histoire d'éviter que ceux-ci ne viennent toucher la paroi tant elle semble proche de nous. C'est très confiné, j'ai pas souvenir d'avoir fait un truc aussi confiné que ça d'ailleurs, et là, la célèbre annonce « Gardez bien vos bras, pieds et mains à l'intérieur du train jusqu'à l'arrêt complet » prend évidemment tout son sens, et par instinct, on n'essaiera même pas de tendre quoi que ce soit. Pour vous dire, ce tunnel, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué sur Loch Ness Monster, c'est vous dire combien cette expérience est déstabilisante. Allez, une fois revenu à la lumière du jour, on s'en va grimper le second lift, parce que l'attraction possède bien 2 lifts, avant que nous prenions un virage et que nous dévalions une nouvelle descente qui nous mènera droit sur le second des 2 loopings entrelacés. Pareil ici, pas de baffe, et on se dit que quand Arrow limite un maximum de nous faire des transitions à la mort moelle-neu, on constate que ça passe tout de suite beaucoup mieux. Sorti de ce nouveau loop, on prendra un dernier virage qui débouchera sur les freins finaux. Et alors là, on peut remercier notre bonne étoile, car nous étions le tout dernier train de Loch Ness Monster à être dispatché durant cette journée, le coaster ayant fermé juste après que nous ayons débarqué. Il s'en est fallu de peu pour que ce coaster iconique nous passe complètement sous le nez. Bon, soyons honnêtes, c'est pas le grand 8 le plus marquant de Busch Gardens Williamsburg, et bien qu'il soit tout à fait photogénique et loin d'être inconfortable au contraire de quasi tous les Arrows de son âge, Loch Ness Monster fait un peu désuet. Alors oui, il y a cet interlocking loop dont on ne profite pas vraiment à bord, un peu comme une splash zone d'un coaster B&M, et oui, l'environnement dans lequel il s'inscrit est absolument magnifique, mais en dehors de ça, c'est un coaster vers lequel on ne serait pas forcément revenu si on avait eu l'occasion d'en refaire un tour, parce qu'il y a clairement bien mieux à faire à Busch Gardens, et que niveau sensation, le coaster fait bien son âge. C'est loin d'être mauvais, mais comparativement aux autres attractions qu'on peut trouver dans ce parc, disons que c'est pas ce vers quoi on retournera en priorité. Maintenant, j'en retiens son tunnel des enfers qui est aussi long qu'angoissant, et surtout le fait d'avoir pu ajouter à mon compteur un coaster aussi culte que celui-ci, de ceux qui font plaisir à voir dans son tableau de chasse personnel, à l'instar d'un Olympia Looping ou d'un cyclone à Coney Island. Allez, Loch Ness Monster, ça fait +1, et ça c'est déjà une belle victoire tant on était à rien de le voir passer sous notre nez. Et là, avec l'orage approchant, tous les coasters culminant au-delà d'une vingtaine de mètres ont déjà fermé leurs portes aux visiteurs. Autrement dit, quasiment tous les coasters du parc ont déjà fermé leurs portes aux visiteurs. Quasiment tous, sauf un que nous avions gardé pour la fin, et on a vraiment bien fait de garder celui-ci, étant donné que c'est le tout dernier à être resté ouvert. Pourtant, l'orage approche à grands pas, et pour ne pas aider, la pluie commence à faire son apparition, donc ne perdons pas plus de temps, et allons nous attaquer à Grover's Alpine Express, qui est un family coaster tireur clone de Fun Pilot situé à Walibi, Belgium, entre autres. Comme en Belgique, le coaster profite intelligemment de sa faible empreinte au sol, le ride est fluide et propose de chouettes petites sensations pour les gamins, donc sans pour autant qu'on ait à sauter au plafond, on pourra considérer que c'est un coaster qui vient étoffer de manière qualitative l'offre proposée aux jeunes bambins. Bon, côté théma, c'est quand même pas aussi mignon qu'à Walibi Belgium, mais après, c'est pas forcément sur cette attraction qu'on attendait Busch Gardens Williamsburg au tournant. Et voilà, tous les crédits du parc sont dans la besace, et heureusement qu'il n'y avait personne, car on a pu faire tous les coasters, refaire la plupart des coasters qui nous avaient plu, et même aller tâter du Escape from Pompeii que j'aurais vraiment regretté de ne pas pouvoir faire. Et tout ça, on a pu le faire en un peu moins de 6 heures. Parce que là, il est 16h30 et la pluie commence vraiment à s'abattre sur le parc, amenant avec elle l'orage qui aura quand même eu la courtoisie d'attendre qu'on ait fini de créditer pour apparaître. Un orage qui aura fait fermer toutes les attractions du parc sans exception aucune. D'ailleurs, le parc qui devait être initialement fermé à 21h, nous laissant entrevoir quelques possibilités de ride nocturne pas piquées des hannetons, fermera finalement ses portes de manière prématurée à 18h, tant la météo deviendra mauvaise. Et c'est sûr que quand on se retrouve à Busch Gardens Williamsburg et qu'on ne peut profiter du parc que pendant 6 heures, ça laisse forcément un goût de frustration dans la bouche, même
même si, fort heureusement, on aura pu faire toutes les attractions majeures du parc. Mais voilà, on n'aurait pas été contre tester Roman Rapids, à savoir le raft local, faire un tour du magnifique train pour pouvoir en plus faire quelques plans, tester Finnegan's Flyer qui n'est autre que le Screaming Swing SNS, et bien sûr refaire des tours de coaster jusqu'à la fermeture du parc. Mais tout ça, faut se faire une raison, ce sera pour une autre visite. Alors Dubik, qu'as-tu pensé de Busch Gardens Williamsburg? Ce parc est parmi ce qu'on peut trouver de mieux aux États-Unis, et c'est un parc que je rangerai sans problème parmi mes préférés du trip, avec Silver Dollar City, Dollywood et Cedar Point. Parce que comme son homologue Busch Gardens Tampa qu'on avait beaucoup apprécié, on appréciera ce parc pour les mêmes raisons. Déjà pour la variété de ses attractions, qui va du water ride ultra thématisé au coaster familial tout aussi chiadé, jusqu'à l'énorme BM dont on est allé jusqu'à thématiser les supports. À Busch Gardens, vous aurez largement de quoi faire pour que vous quittiez le parc avec l'envie d'y revenir. En dehors de son offre en termes d'attractions, le parc est aussi un superbe endroit pour se balader. C'est très grand, c'est vert, fleuri, entretenu, le parc offre des points de vue spectaculaires, et que vous flâniez les mains jointes dans le bas du dos, à bord de son train panoramique ou bien à bord des télécabines locales, vous aurez toujours quelque chose à contempler. C'est un parc qui n'est pas fatigant, dans le sens où il est suffisamment vaste pour que chacun ait son espace et qu'on ne se fasse pas agresser de toutes parts par de la musique Spotify diffusée dans les allées. C'est un parc que nous avons dû visiter très rapidement à cause de ce satané orage qui est venu semer les troubles fêtes, mais qu'on prendrait plaisir à visiter tranquillement en profitant de ces différents quartiers et de l'environnement qu'on nous laisse à découvrir. On a vraiment l'impression que le site est niché dans une réserve naturelle et ce ressenti est on ne peut plus agréable. Par contre, prévoyez clairement un budget pour visiter Busch Gardens Williamsburg, parce que je reviendrai dessus dans le débriefing de cet épisode, mais c'est un parc qui n'est vraiment pas donné. Côté opération, le parc était franchement vide, donc difficile de se faire un avis. Néanmoins, sans que ces opérations soient du niveau d'un Cedar Point ou d'un Europa Park, c'était tout de suite beaucoup mieux qu'à Busch Gardens Tampa, qui est un parc qui nous avait surpris en mal de ce point de vue, dont les opérations étaient laborieuses. Ici, ça ne courait pas sur les quais, mais à part un peu de glandouillage sur les quais d'Apollo's Chariot, c'était relativement honnête. Un parc donc que je vous recommande vivement grâce aux soins apportés aux environnements ainsi qu'à la thématisation de ses attractions et quartiers historiques, et qui saura vous satisfaire de par la variété et la qualité de ses attractions, quand bien même j'espère que le groupe ne va pas s'engager davantage dans la voie de la six-flagisation en privilégiant la quantité à la qualité. Pour notre part, on va attendre quelques instants que la pluie faiblisse un tout petit peu, histoire de pouvoir quitter Busch Gardens qui nous annonce donc fermer ses portes 3 heures avant l'horaire de fermeture initiale, et donc de pouvoir rejoindre la voiture en étant le moins trempé possible. Ça va être une mission, mais l'avantage c'est que pour une fois, la destination du lendemain ne se trouve qu'à 1 heure de route de là, donc même si on est trempé, on ne croupira pas bien longtemps dans la bagnole. Forcément, il y a de la frustration qui ressort de cette si courte visite, parce que pour pouvoir profiter pleinement d'un parc comme Busch Gardens Williamsburg, eh bien faut pouvoir y passer une journée complète. Là, en 6 heures, c'est vraiment très court. Alors certes, on a pu faire ce qu'on voulait, ça c'est pas un problème, mais par contre, on aurait bien voulu rester plus longtemps pour pouvoir profiter à la fois des environnements et des attractions que le parc a à nous proposer, parce qu'il y a quand même une bonne palanquée d'attractions excellentes, quoi. Et puis pour un vidéaste comme moi, 6 heures, ça laisse quand même pas beaucoup de temps pour pouvoir faire des plans dans un parc comme celui-ci. Ah, mais quand t'es sur place, tu découpes ta journée comme ça, tu te dis bon bah là je suis devant Panthéon, je fais quelques plans de Panthéon, et puis de toute façon on reviendra cet après-midi, donc j'aurai largement le temps de refaire des plans. On sera jamais revenu. Enfin, vu comme le parc m'a plu malgré le fait qu'il ait été visité dans ces conditions, je me dis que ce sera un véritable plaisir d'y revenir, on en profitera pleinement et ce sera vraiment top. Parce que tout comme son homologue de Tampa, c'est un parc qui m'a vraiment convaincu. Alors oui, il y a forcément un côté théma un peu kitsch à la Europa Park, ça je vous le concède, et puis forcément c'est moins dépaysant pour nous que Tampa qui est thématisé sur l'Afrique, mais en tout cas c'est un parc qui propose suffisamment de belles choses pour nous convaincre, et qui propose suffisamment d'environnements incroyables pour nous faire courber les chines. Toutefois, tout comme Silver Dollar City et Dollywood, Busch Gardens est une destination qui se veut premium, donc ça va très clairement vous faire saigner du porte-monnaie. C'est un parc qui est extrêmement cher, on en a eu pour quasiment 90 € l'entrée, le parking c'est à partir de 35 € et vous êtes suffisamment loin sur le parking. Après il y a des tarifs préférentiels plus vous êtes proche de l'entrée, ça va d'ailleurs jusqu'à 75 €, ils se font quand même pas chier. Ensuite le menu, vous avez vu, j'en ai payé, enfin c'était pas un menu mais vous avez vu la bouffe, je l'ai payé 38 € et c'était quand même extrêmement cher pour ce que j'avais dans mon plateau. Et puis le merch c'est 35 € un t-shirt, c'est 10 € un magnette, je parle en euros mais le dollar c'est quasiment la même chose de toute façon. Donc oui, vous l'avez compris, Busch Gardens est un parc très cher. On pourra d'ailleurs leur reprocher cette politique tarifaire
qui est de moins en moins raccord avec leur credo de parc de luxe, parce que le parc fait de moins en moins attention à l'intégration de ces nouveautés, à la pertinence de celles-ci, et également à la thématisation d'une manière générale. Tout ce que continue à faire à côté Silver Dollar City et Dollywood, qui se veulent eux aussi parc premium. Panthéon, c'est un très bon coaster, mais c'est le minimum syndical en termes de théma. Invader, y a rien, et les deux dernières nouveautés que sont Dark Coaster et Big Bad Wolf ne semblent pas avoir totalement convaincu le public. Il faut savoir qu'aux USA, la main d'œuvre coûte extrêmement cher, donc je pense que l'idée c'est vraiment d'ouvrir un maximum d'attractions dans un laps de temps le plus réduit possible, sans avoir à travailler très longtemps sur la thématisation, parce que ça mobiliserait forcément beaucoup d'ouvriers, ce qui coûte très cher aux USA. Avant, il y avait moins de nouveautés, c'était moins récurrent, mais quand Busch Gardens nous pondait un truc, c'était vraiment très qualitatif, aussi bien du côté du ride en lui-même que de sa thématisation. Alors, vous avez déjà vu un Shoot the Shot thématisé comme ça, vous ? Escape from Pompeii? Incroyable. D'où le fait que je redoute que le parc se Six Flaggise, j'espère vraiment me tromper, en tout cas là j'ai l'impression que c'est un virage qui a été amorcé, et il faudrait vraiment reprendre la route normale, parce que celle-ci, elle est pas bonne du tout. Bah ouais, la barre a été placée tellement haut que ce serait franchement dommage de tout saboter maintenant. Toujours est-il que la mauvaise route, bah là il semble l'avoir prise, hein, on verra jusqu'où ça les mène. En tout cas c'est un parc qui dispose d'un cadre absolument magnifique, il y a beaucoup de choses faites avec goût, c'est un parc vraiment très agréable, et qui dispose d'une excellente collection d'attractions que vous voudrez rider encore et encore. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Busch Gardens Williamsburg, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, nous ferons une petite entorse au programme pour parler d'un parc polonais dans lequel je me suis rendu le mois dernier, à savoir Energylandia. Eh oui, c'était mon grand retour à Energylandia. Et jusqu'à cette vidéo qui sera donc consacrée à Energylandia, et bien comme d'habitude les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao!